Bonsoir à toute la team Jeunes Conscients. Les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Les gars, je ne sais pas si vous, comme moi, avez suivi le débat qu'il y avait sur la NCI. Ce débat qui avait trois partis politiques du pays. Jean-Yves Esso, qui était le représentant du PDCI RDA, le ministre Kone Katina, qui était le représentant du PPACI, et bien évidemment le ministre Mamadou Touré, ministre du RHDP. Et donc, dans ce débat, nous avons vraiment été servis de la qualité du débat, c'est-à-dire de l'étude, de beaucoup de belles choses qu'il faut retenir. Et enfin, je retrouve une jeunesse qui commence à s'éveiller. C'est à croire que la jeunesse ivoirienne n'avait pas abandonné la politique, n'avait pas abandonné les choses importantes de la vie, mais c'est tout simplement que les leaders politiques, ceux qui faisaient des propositions pour contrer Ouattara, n'étaient pas cohérents. Aujourd'hui, où ils se retrouvent dans un leader politique dans l'opposition, ils se sont donc intéressés à la politique à nouveau. Parce que j'ai vu devant ce débat politique plus de 10 000 personnes en direct qui étaient en train de suivre sur la NCI. Je me suis dit, waouh, enfin, les jeunes s'intéressent à nouveau à la politique. Et je me suis dit, pourquoi pas, si ça finit, je vais en parler. Et pour commencer, je vais d'abord vous mettre la dernière partie du débat. Et la dernière partie du débat est ici, là, c'est-à-dire un dernier échange entre Mamadou Touré et le ministre Kone Katina. Vous allez donc regarder cette dernière minute du débat. Et je pense demain, à une première heure, je vais me faire l'effort de préparer une bonne vidéo de l'intégralité de ce débat-là que je vais vous servir ici demain. Donc la team, regardez cette dernière partie du débat et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui ont pris part à ces consultations. Monsieur le ministre Touré Mamadou, l'année de la jeunesse, avec des chiffres, avec des actions tangibles, qu'est-ce que vous avez fait depuis le discours à la nation du chef de l'État en fin d'année 2022? Effectivement, le chef de l'État, le 31 décembre 2022, a donné des orientations très claires au gouvernement sur le contenu qu'on a le droit d'attendre de l'année de la jeunesse. L'appui donc aux PME jeunes en leur permettant donc d'accéder à la commande publique, l'appui aux start-up, un encadrement plus accru donc de la jeunesse, l'accès au financement donc des jeunes, et puis l'accès donc à des activités de loisirs, de bien-être, etc. Après donc ce discours du chef de l'État, le Premier ministre a réuni une réunion interministérielle avec une quinzaine de ministres qui couvrent différents secteurs, agriculture, tourisme, transport, etc. Et nous avons lancé la base donc, du document de travail articulé autour de 3 axes. Le premier axe est relatif donc à la formation, à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat des jeunes. Le second axe est en rapport avec le civisme au niveau des jeunes. Et le troisième axe en rapport avec l'épanouissement et le bien-être des jeunes. Sur cette base, le gouvernement a entamé une consultation avec l'ensemble des organisations de jeunesse, comme ça a été dit. Parce qu'il ne s'agissait pas pour nous de nous asseoir, d'établir un projet sans prendre l'avis des jeunes. Et ces consultations ont pu donc réunir près de 307 organisations de jeunesse, y compris des jeunes du PPAC. Donc qui ont tous contribué, qui ont fait des propositions. Et ça a été montré tout à l'heure, ces propositions ont été transmises au Premier ministre et le gouvernement a travaillé sur la base des propositions faites par les ministères sectoriels, mais en tenant compte surtout donc, des attentes et des préoccupations des jeunes. À partir de là, il y a un document qui est sorti qui s'appelle Programme Jeunes 2023-2025. Pourquoi 3 ans? À la base, nous sommes partis sur une année, mais vous avez des programmes et des projets qui seront entamés cette année et qui vont durer dans le temps sur les 2 prochaines années. Par exemple, il y a 18 établissements de formation professionnelle qui seront construits. Les constructions seront entamées cette année, mais il faut entre 18 mois et 24 mois pour la fin donc, de ces constructions. Donc 261 milliards de francs CFA que le PGGOU 2023, mais à ces 261 milliards de francs CFA ont été rajoutés 99 milliards de francs CFA pour les infrastructures dédiées aux jeunes. Sur la période 2023-2025, c'est 1118 milliards de francs CFA qui nous permettront de prendre en charge 1 500 000 jeunes dans tous ces secteurs d'activité. L'appui à l'entrepreneuriat, donc permettre à des jeunes d'avoir des financements à travers donc, des fonds de garantie. L'épanouissement donc, des jeunes à travers des infrastructures sportives, l'appui aux start-up, la mise en place d'incubateurs, la priorisation du secteur agricole dans la politique d'emploi des jeunes. Donc c'est cet ensemble donc, de mesures donc, qui a été adopté par le Conseil des ministres donc le mercredi donc, de la semaine passée. Et je me réjouis donc, que ces propositions
fasse écho aujourd'hui partout en Côte d'Ivoire, y compris dans l'opposition, puisque Katina le disait tout à l'heure en off, la plupart des éléments qui ont été repris sont des éléments évoqués par le PPAC pour dire que nous n'avons pas attendu. Et de toute façon, moi j'estime que les questions d'insertion professionnelle des jeunes doivent faire l'objet d'un consensus national. Parce que quel que soit le régime, cette problématique est au cœur des priorités de l'ensemble des gouvernements. Vous avez dans un pays où 77% de la population, 75% de la population a moins de 35 ans. Chaque année, 800 000 enfants arrivent au CP1. Entre 600 et 700 000 enfants arrivent au collège. Ça vous pose énormément de défis en termes d'infrastructure. Ça vous pose donc des défis en termes d'accès au marché. Est-ce que notre dispositif éducatif aujourd'hui permet donc d'absorber toutes ces main-d'œuvre qui viennent sur le marché du travail? Nous avons chaque année entre 300 000 et 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est pour cela que, pour faire écho, que le chef de l'État a souhaité qu'en dépit des résultats déjà obtenus, des résultats remarquables obtenus, il fallait cette année dédier l'année à la jeunesse pour amplifier ce que nous allons faire. Vous avez vu avec le Premier ministre, nous avons été par exemple à Boutron et à Diabo. Le PPAC a parlé donc de construire des écoles dans le domaine agricole, etc. Mais quand Katina consultera donc le document, il verra que des écoles professionnelles agricoles figurent en bonne place dans cette politique. D'ailleurs, le Premier ministre a posé la première pierre d'un lycée technique agricole donc, dans le centre du pays. Très bien. Donc pour dire que les jeunes ont été pris en compte, notamment leurs aspirations, le gouvernement aujourd'hui a sorti un document avec la contribution aussi des partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, le PNUD, la BAD, l'AFD. Donc c'est tout ça qui forme le PGGouv 2023-2025. Et nous continuons donc, c'est un document dynamique, et donc s'il y a des propositions pertinentes, elles peuvent toujours être amenées au niveau donc, du chef du gouvernement. Très bien. Justin Koné-Katina, vous voulez réagir? Oui, non, je dis que là, il a parlé d'un consensus, mais c'est ça. Le consensus, ça veut dire que plusieurs réflexions pour la même cause. Parce que pour dire vrai, la situation de la jeunesse est inquiétante pour nous. Et pour tout homme politique en Côte d'Ivoire, elle doit être inquiétante. Il y a des signaux qui ne rassurent pas, et nous sommes heureux que le gouvernement lui-même ait perçu ça et qu'il commence à prendre des dispositions. Non, on commence pas. Pour amplifier, vous faire l'écho, voilà, enfin, qu'il commence à entreprendre un certain nombre de choses. Depuis et 10 ans, on c'est le début du consensus, et nous vous le concédez? Mais voyez-vous, le seul problème que nous avons, quand j'analyse un peu vos propositions, c'est un peu... Je trouve que ce sont ce que nous appelons, pour prendre un peu une expression comment il s'appelle, de l'empereur français, comment il s'appelle, Napoléon. Il dit, les mesurettes. Ce sont des mesurettes. Ce sont des mesurettes. Bon, c'est vrai qu'en chiffres, on voit que c'est énorme, mais ce n'est pas structurel. Ce n'est pas suffisamment structurel. C'est-à-dire... Qu'est-ce que nous regardons? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement structurel. Pourquoi? Il y a des chiffres en économie qui vous permettent de comprendre si nous avançons réellement. Le gros problème que nous avons ici, pourquoi le problème de l'insertion des jeunes? C'est la privatisation à outrance. C'est-à-dire qu'on a dessaisi l'État à un moment donné de son pouvoir d'intervention pour le compte des jeunes. Vous imaginez aujourd'hui, le financement, les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée, hein, mais c'est parce que qui finance ça? Nos secteurs bancaires démissionnaires, totalement démissionnaires. J'ai regardé le taux de bancarisation. La Côte d'Ivoire a l'un des faibles taux de bancarisation de la sous-région. On a la première économie, mais notre taux de bancarisation est l'une des faibles. C'est-à-dire le Bénin fait 31%, c'est déjà ridicule. Le Burkina fait 20,4%, c'est ridicule. La Côte d'Ivoire fait 20% le taux de bancarisation. C'est-à-dire que quoi? Que sur les populations ivoiriennes qui sont capables, actives, il n'y a seulement que 20% qui ont accès, qui ont un compte bancaire. Voilà, pour parler, pour que mon parent de Arekoka comprenne ce que je suis en train de dire. Il a un compte bancaire. Ça veut dire que quoi? Qu'ils ne peuvent pas du tout bénéficier de l'appui des banques. Or, tout développement, toute économie, aujourd'hui, que nous prenons la Chine, que nous prenons comme de l'Inde, ils ont d'abord été maîtres de leur secteur bancaire. Et c'est quand on est maître de ton secteur bancaire que tu peux l'orienter, parce que le banquier qui vient, lui, en Côte d'Ivoire, il vient travailler dans les niches.
cacao, fonctionnaires, et ainsi de suite, et puis ils s'en vont. Mais mon petit frère qui vient du village, qui a une belle idée, bon, je veux construire par exemple tel truc. Mais la banque, il n'y a aucune banque aujourd'hui. Est-ce que je peux... Oui, je vous avais réagi. Je vous avais réagi, il n'y a aucune banque. Donc ce taux de 20%, c'est un exemple. Deuxième exemple que nous regardons, c'est cette tendance à c'est certainement que le gouvernement fait des efforts, hein, mais la question qui nous revient constamment, et d'ailleurs, je suis heureux que le ministre soit là, parce que le centre de départ de l'immigration, c'est là où vous êtes député. Peut-être que vous avez des solutions pour nous, parce que l'émission que nous avons regardée, moi j'ai suivi la route de l'immigration. Le centre de départ de l'immigration, c'est Galois, chez vous, vous êtes député. Donc, ça aussi, c'est inquiétant. Pourquoi nos jeunes, malgré tous ces efforts, vous dites faites des efforts, malgré tous ces efforts-là, et que la Côte d'Ivoire est la première pourvoyeuse de l'immigration en chose. D'accord. Ce sont tous ces éléments qui... Je pense que Katina s'embrouille un peu. Hein, taux de bancarisation, financement des jeunes, etc. Dire que j'ai écouté les propositions qui ont été faites par Maître Abiba, au nom donc du PPACI. Je vis des incantations. Je n'ai vu aucune proposition concrète. Lorsque vous dites par exemple que pour régler le problème donc, de l'accès des jeunes à l'emploi, il faut régler le problème de l'inadéquation formation-emploi, vous réglez ça comment? Oui, mais attends, s'il te plaît. S'il vous plaît, on va le laisser aller au bout de son développement. Lorsque vous dites que vous mettez en place une banque de l'emploi pour financer les projets des jeunes, vous le faites comment? C'est quoi une banque de l'emploi? Lorsque vous dites qu'il faut ajouter seulement 10 francs sur la sardine pour avoir beaucoup de milliards pour construire des ponts, etc. Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Il y a, et vous verrez lorsque le document sera public dès lundi, ce n'est pas des mesurettes. D'abord, il y a des réformes avec des facilités au niveau fiscal pour les entreprises, les inciter à embaucher donc des jeunes. Donc, je vous le dis, il y a les réformes de notre système d'enseignement technique, la gouvernance de nos établissements et des curricula donc de formation. Il y a la construction d'établissements techniques en adéquation avec la réalité économique donc, de chaque région. Vous verrez aujourd'hui que nous avons une carte scolaire au nom de l'enseignement technique. Les 18 établissements de formation technique qui seront construits le seront dans des régions en fonction des besoins, donc en termes de l'économie de ces régions. Vous avez donc le GUD, le guichet unique de développement donc, de l'entreprise, qui permettra, parce que lorsqu'on parle d'entrepreneurs, c'est pas de l'argent. Ces jeunes qui veulent être des entrepreneurs ont besoin d'être formés. Tout le monde vous dira que ça passe d'abord par la formation. Le guichet unique règle en partie ce problème, puisqu'il y aura une entité au sein de ce guichet unique en charge de l'encadrement et de la formation, donc des PME. Ensuite, effectivement, il y a la difficulté d'accès donc au financement, puisque les banques, surtout les banques commerciales, financent très peu. Le gouvernement décide donc de développer un système donc, de fonds de garantie qui sera mis en place au sein donc, de ce guichet donc, unique, fonds de garantie qui permettra donc à des jeunes d'accéder plus facilement. Et même si les jeunes ont des financements, il faut qu'ils accèdent à la commande publique, il faut qu'ils accèdent au marché. Aujourd'hui, le code du marché public en Côte d'Ivoire sous-traite 30% donc des marchés donc à des PME. Même si nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 50% donc des marchés qui sont sous-traités pour les PME. L'idée dans ces réformes qui sont annoncées, c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes entrepreneurs puissent accéder donc au marché public. Donc formation, appui donc à l'entrepreneuriat, appui aux start-up. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une floraison de start-up dans le domaine digital, etc. Et ce sont des jeunes aujourd'hui qui innovent, qui apportent des solutions concrètes. Donc, ce n'est pas des mesurettes. En tout cas, ces mesures-là, par rapport à ce qui a été proposé le samedi, donc à cette jeunesse du PPACI. Et je voudrais rappeler, vous savez, ce soir, je ne suis pas venu ici pour faire de la polémique, mais nous héritons de votre héritage. Quand vous avez passé 10 ans à instrumenter des jeunes dans les agoras, parlements, etc., parce que Laurent Gbagbo qui dit aujourd'hui qu'il va instituer donc, des rencontres avec les jeunes, il aurait dû le faire quand il a passé 10 ans aux affaires. Quelle a été votre politique de l'emploi en 10 ans lorsque vous étiez là? C'est ce stock-là que nous devons gérer. Donc 10 ans, je vous ai parlé de près de 4 millions de jeunes que vous avez laissés donc, à la rue. Vous savez que les seuls événements de novembre 2004, M. Katina, avec les casses des entreprises ici à Abidjan, ont fait perdre, selon Jean Lubion, près de 120 000 emplois à notre économie. Donc pour vous dire, et je reviens sur ce que j'ai dit, vous avez un problème de crédibilité, de cohérence, en tout cas sur les critiques, sur l'efficacité des politiques publiques en faveur des jeunes, le PPACI, le FPI version PPACI, est très mal placé aujourd'hui parce que malheureusement, et j'espère que vous allez nous aider à faire renaître toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier, pour qui aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour leur donner des perspectives. Sur l'immigration, je m'en voudrais de ne pas en parler. En 2000, lorsque vous arrivez aux affaires, oui,
selon les organismes internationaux, notamment l'OIM et l'OCDE, c'est 3 000, puisque Laurent Gbagbo dit que quand il était aux affaires, personne ne partait à l'extérieur. C'est faux. 3 000 Ivoiriens en 2000. OIM. En 2009, 9 000. Vous avez triplé le nombre de départs à l'étranger. Donc c'est faux que Laurent Gbagbo aille s'asseoir devant les gens pour dire que sous lui, aucun Ivoirien ne part à l'extérieur. Monsieur, Vous avez terminé, oui, allez-y. Chose. Je crois Arthur, après, Justin vous êtes Koné-Gatinan. embrouillé totalement. Vous êtes vraiment embrouillé, monsieur le ministre. Vous ne maîtrisez même pas du tout votre propre secteur. Parce que vous parlez, je vais vous expliquer quelque chose. Sur le plan de la fiscalité, mais vous n'avez rien innové. Depuis Oufou-Boigny, il y a toujours un plan de mécanisme d'aide aux enfants au niveau fiscal. Donc vous n'avez rien innové. Deuxièmement... En quoi est-ce que je me suis embrouillé? Non. Vous n'avez rien... Parce que en quoi est-ce que je me suis embrouillé? D'accord, on le laisse oui. Alors, je reviens tout à l'heure sur une chose. Mais c'est où deuxième élément sur les choses, sur ces questions. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous. Hein? C'est la rébellion, votre rébellion, là. Telle que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a gâté le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Entre des jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. C'était une précision pour que vous puissiez comprendre également votre à ce niveau-là. Troisièmement, sur la question de l'immigration, ce n'est pas nous qui le disons. On vous dit, encore qu'on peut comprendre qu'en 2009, il y avait une situation de crise dans quelque chose. Mais nous sommes en 2020, 2021. Et c'est le ministère de l'Intérieur de la France, le ministère de l'Intérieur de la France, qui dit qu'elles-mêmes ne comprennent pas du tout que la Côte d'Ivoire soit le deuxième demandeur d'asile en France. Mais je peux vous expliquer. Non, s'il te plaît, j'en arrive. Peut-être que vous allez expliquer après. Oui, d'accord. Et derrière quel pays? Et je vous donne les 5 pays les plus importants, les fourvoyeurs. L'Afghanistan, bon, vous comprenez que l'Afghanistan, on peut comprendre. Troisième pays, le Bangladesh. Vous pouvez comprendre les Bangladesh, pourquoi ils vont en exil. L'autre pays, la Côte d'Ivoire est deuxième. Ainsi de suite. Donc, parmi les premiers pourvoyeurs, il y a des situations, des circonstances qui sont liées, qui font que les gens s'en vont. Allez, mais en Côte d'Ivoire... Il faut que j'explique quand même. En Côte d'Ivoire, oui, bien sûr, nous avons du mal à comprendre qu'on se lève chaque matin, on s'auto-célèbre nos performances, j'ai fait ceci, 20, et puis subitement, on trouve nos populations en train de partir. Je finis maintenant sur la question bancaire. Rapidement sur la question bancaire. Je crois que, monsieur le ministre, je voudrais poser une question. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Pourquoi j'ai dit que c'est vous qui va être un peu embrouillé? Vous ne m'avez pas bien compris. Oui, allez-y. En toute honnêteté, en tant que ministre de la Jeunesse, est-ce que vous êtes content du système bancaire actuel en rapport avec le financement des jeunes? D'accord, je vais vous répondre. C'est une question. Déjà, alors, monsieur, je vous donne la parole, mais permettez-moi de faire une précision. Nous sommes arrivés au terme imparti pour cette émission. Je vais vous accorder quelques minutes encore. Nous allons être obligés d'y mettre un terme. En espérant vous avoir, Arthur Banga, soyez gentil s'il vous plaît. Merci de votre résilience, vous et les autres invités. En espérant avoir le ministre Touré Mamadou, Justin Koné-Gatinan pour d'autres débats. Comme ceux-là, en vue d'éclairer la lanterne des Ivoiriens qui n'attendent que ça finalement. Monsieur le ministre, allez-y. D'abord, premièrement, je n'ai jamais dit que des jeunes ne vont pas. Je dis que lorsque Laurent Gbagbo dit que sous ses 10 ans de gouvernance, aucun jeune n'allait hors du pays, c'est faux. Lorsqu'il arrivait à la tête de ce pays, en 2000, il y avait 3000 jeunes Ivoiriens qui étaient déclarés comme candidats donc, à l'aventure. En 2009... C'est vous qui a fait partie les gens. De votre guerre, attendez, de votre rébellion qui a fait partie les gens. Il aurait dû dire ça. Voilà. Et il dit que personne n'est parti. Voilà. 9 ans après, nous sommes à 9000. Mais les 9 000, c'est votre rébellion qui vous avez fait. Laisse terminer, s'il vous plaît, arrêtons de l'interrompre. Selon donc l'OIM, donc au port de l'Italie, nous avons 4000. Ça est divisé par 2. Non. Maintenant, s'il vous plaît, Justin Koné-Gatinan. Non, mais je termine, s'il vous plaît. Sur la France, M. Ali Diarasso, vous devez savoir que le système mis en place pour l'accueil des réfugiés, en rapport avec la nationalité, est un système déclaratif. Vous avez des citoyens qui vont dans des pays et qui se déclarent d'une nationalité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément de cette nationalité. La preuve, c'est que nous avons eu une mission conjointe. Vous savez que les nationalités étaient ivoiriennes. Oui, mais alors je vais vous dire. Allez-y rapidement. Touré Mamadou, terminez votre développement.
Notre gestion est beaucoup plus rigoureuse, plus sérieuse que la vôtre. Oh là là, ça c'est péremptoire. Nous monsieur. avons fait une mission, C'est péremptoire. nous avons fait une Bon, mission ça, avec le péremptoire. gouvernement d'Italie. Le gouvernement italien. Oui. S'il vous Et, plaît. bon, vous avez fait partie de la mission. Et cette mission allait sur place, Oui. avec des gens du ministère de l'Intérieur, Oui. pour essayer d'identifier tous ceux qui se déclaraient ivoiriens. Oui. Près de la moitié de ceux qui se déclaraient ivoiriens ne l'étaient pas. Oui, mais c'est vous. Non, mais Je attendez. rappelle pour vous, hein, rapidement, pour vous mettre à l'aise, pour vous mettre à l'aise. Justin Koné-Katina, Ce sont les s'il vous rebelles plaît. que vous avez envoyés qui ont combattu pour vous. S'il vous plaît. Oui, terminez. Parce que tu viens combattre pour quelqu'un. S'il vous plaît, Justin Koné-Katina. S'il vous plaît. Je pense qu'il faut préciser S'il ça. vous plaît. Bon, Terminez je ne rapidement. suis pas ici pour nier les évidences. Ah, d'accord. Tant qu'il y a un seul Merci beaucoup. Ivoirien, un seul jeune Ivoirien qui part, c'est une question qui nous interpelle. Et justement, l'effet de toutes ces mesures que nous sommes en train de prendre, c'est qu'il n'y ait pas d'Ivoiriens qui partent. Surtout que vous avez beaucoup de jeunes Ivoiriens qui, eux, ont décidé de ne pas partir, mais qui s'épanouissent dans leur pays. Et donc, nous continuons. Et vous avez vu l'action du gouvernement lorsque le problème s'est posé en Tunisie. Ceux que nous avons fait venir, que nous avons profilés, à qui nous avons donné des perspectives d'insertion professionnelle. Mais je dis simplement, M. Katina, ce n'est pas honnête de dire qu'en 10 ans de gouvernance, aucun jeune n'a quitté la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo, comme il a dit. C'est faux. Touré Mamadou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du RHDP. Justin Koné-Katina, merci d'être venu faire le débat. 3e vice-président du PPACI, porte-parole du parti. Jean-Yves Essi-Sesso, je vois que vous n'êtes pas très content, mais vous aurez l'occasion de vous prononcer sur tous ces sujets les prochaines fois. Malheureusement, on a pris beaucoup de temps sur le premier sujet prévu au menu de cette émission. Docteur Bangali Gédéon Goran, historien des relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent Nguyen de Docteur Arthur Banga, attention. Docteur Arthur Banga, attention. Historien spécialiste en sécurité et défense, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Professeur Simplice Dion, lui, c'est le philosophe avec la sagesse. Malheureusement, on n'aura même pas de carton ce soir, hein, messieurs. Carton vert, peut-être à tous nos téléspectateurs et internautes.